Voilà, de retour sur le plateau de Microscope. Bonsoir, on va saluer Majid Hachour qui est avec nous une nouvelle fois. Majid Hachour, bonsoir. On en parlait il y a 48 heures, notamment dans le cadre de cette journée nationale de la mémoire. Nous sommes revenus notamment sur cette période de mai 45. Le chef de l'État, ça a été accueilli, je le disais, vraiment en grande pompe, hein, c'est le cas de le dire, comme s'il était accueilli dans un autre pays. Le temps passe, donc je voudrais qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Encore une fois, on a un chef d'état-major en Algérie et un président de la République qui brandit une nouvelle fois l'épouvantail de la menace extérieure. Voilà, leur préparation au combat en vue d'atteindre le plus haut niveau de disponibilité. La situation sécuritaire intérieure est entièrement sous contrôle, renforcer les capacités militaires dans toutes leurs formes, des termes aussi de terrorisme qui revient. Par qui l'Algérie est-elle menacée aujourd'hui? Est-ce qu'elle est réellement menacée dans ce contexte géostratégique? Elle est menacée par peut-être que par d'autres clans aussi. Le pouvoir actuel est menacé par d'autres clans, peut-être aussi par le peuple. Comment vous expliquez donc cette menace extérieure? Ça sera la même question pour vous trois. Comme ça, voilà, je vous donnerai la parole directement. Chaque pays peut être confronté à des menaces en Algérie. C'est quoi? C'est créer des peurs, conditionner le peuple en 2024, ressortir toujours cette histoire de menace, de traître de l'extérieur. C'est de l'instrumentalisation selon vous ou c'est une réelle menace? Majid Hachour. Il est clair que, curieusement, cette histoire de menaces, de mu'amarat, de pression, n'ont apparu qu'à partir de 2019. Et, et dans les années aussi noires boumediénistes, où à chaque fois que le peuple revendique sa liberté, le pouvoir, comment on dit, miroite ou nous montre ou parle de menaces étrangères, alors que en réalité, le seul qui est menacé, c'est le peuple. Le peuple est menacé intérieurement. Il est menacé par le biais de lois liberticides incroyables, inimaginables et incroyables. Il est menacé par un taux de chômage que, d'après le CNES, atteint 35%, et non pas 14% comme ils l'ont claironné. Il est atteint par les espèces de pénuries. Lui qui avait dit que c'est quoi le lait algérien? C'est de l'eau avec de la poudre. Eh bien, ce lait avec de la poudre, on ne le trouve même pas. Les gens se réveillent à 4 heures, 5 heures du matin. À 10 heures, maximum 10 heures, il n'y a pas cette poudre mélangée à de l'eau. Le peuple est menacé par comment dire, le rétrécissement. Pas le rétrécissement, mais la disparition complète de ses libertés. Le peuple est menacé par la peur. Le peuple est menacé par la terreur. Exercée par qui? Par ceux qui détiennent le pouvoir. Dans l'objectif de quoi? De ne plus laisser s'exprimer. Parce qu'il le sait. La moindre ouverture, aussi petite qu'elle soit, devrait profiter à ce peuple, qui va montrer son courroux à l'égard de ce pouvoir, qui le méprise, qui l'a peur, qui le terrorise. Voilà ce dont on a peur. Quant aux menaces extérieures, pourquoi que la France ne parle pas de menaces extérieures? Pourquoi que la Tunisie ne parle pas de menaces extérieures? Pourquoi que le Maroc ne parle pas de menaces extérieures? Pourquoi que la Libye qui est divisée ne parle pas de menaces extérieures? Pourquoi que la Mauritanie ne parle pas de menaces extérieures? Justement, vous êtes en Algérie, Majid Hachour. Merci d'être là. Comment vous expliquez qu'en 2024, d'abord on en parlait cette semaine, il y a l'amendement du code pénal qui limite, dit aux Algériens, n'allez pas sur Facebook, ne vous exprimez pas, sinon voilà, les choses sont claires, les verdicts sont clairs. Comment vous expliquez effectivement qu'en 2024, je le disais tout à l'heure, est-ce que c'est l'ouverture des frontières, c'est les réseaux sociaux, c'est l'ouverture aussi sur tous les débats. D'ailleurs, il y a même des États où les débats
vont dans tous les sens, alors que là, on essaye voilà, de rabâcher ça à la jeunesse algérienne. Et je rappelle que autant il n'y a pas de débat sur des choses concrètes et précises, mais ça c'est une réalité, mais c'est vrai que ce genre d'interventions sont aussi diffusées. Comment vous l'expliquez? C'est un pouvoir qui est dans déperdition, qui a besoin de ça pour exister aujourd'hui. Et rappelant tout à l'heure, on m'a peut-être pas entendu, l'absence totale des Algériens, l'absence totale de ministres, de politique. Les Algériens n'ont pas d'éléments, n'entendent pas leur Premier ministre, leur ministre de l'économie, de l'éducation. Comment vous l'expliquez? Le divorce, je l'avais dit et je le dis, le divorce est total et le gouffre entre le peuple et le pouvoir est immense. Mais au lieu d'aller, parce qu'il est de la responsabilité de ce pouvoir, de rétablir le dialogue, de maîtriser ce gouffre, de reprendre avec son peuple. Au lieu de tout ça, il fait tout pour encore élargir le gouffre, transformer le divorce en autre chose qu'à Dieu ne plaise. Il essaye. Il fait tout pour que les choses deviennent encore plus compliquées et plus dangereuses. Alors que un État, enfin pas un État, nous sommes tous l'État. On aime cet État, c'est pour ça qu'on en parle. On n'est pas les ennemis de cet État, bien sûr. Au lieu que le pouvoir réinstaure le dialogue, cherche le dialogue, libère le champ politique, libère le champ médiatique, réinstaure le débat dans la société, il fait tout le contraire. Il parle d'économie, il dit que c'est-à-dire que les points forts d'un État, c'est l'économie et c'est l'armée. L'économie sans liberté ne veut rien dire. On n'aura jamais d'économie forte sans liberté. On n'aura jamais d'économie forte sans débat. On n'aura jamais d'économie forte avec ses lois liberticides. On n'aura jamais d'économie forte avec le mépris, avec ce mépris exercé envers le peuple. On n'aura jamais d'économie forte avec cette instabilité qu'il crée et qu'il dit que c'est Mu'amarat Ajnabiya. Pourquoi que les investisseurs ne viennent pas? Parce qu'il y a une instabilité économique et politique. Pourquoi restés avec nous. Je reviens à vous dans un instant. En 2023, le redémarrage économique du 2023, promis en 2023, n'est jamais arrivé. On est en 2024. C'est vrai que je reviens à vous, Majid Hachour. C'est vrai que quand vous dites les investisseurs, c'est vrai que parfois, et c'est peut-être une question qui se pose aussi en entendant ce genre de messages régulièrement en termes de menaces, de terrorisme dans un pays comme l'Algérie, ça donne peut-être pas spécialement envie de s'investir. Avec nous, Youssef Amal Khodja, merci d'avoir patienté. Voilà, je le disais tout à l'heure rapidement, plusieurs États peuvent être confrontés à des menaces, mais faut-il sans cesse ressortir la même carte si c'est le cas qui menace vraiment l'État algérien, le pouvoir algérien? Est-ce que ce sont d'autres États? Est-ce que c'est ce peuple qui est quand même de plus en plus renfermé? Pourquoi est-ce que ce pays est de plus en plus gangréné par ce genre de sortie avec une très belle jeunesse aujourd'hui? Ils sont très nombreux à avoir moins de 30 ans en Algérie. Bien entendu, quand on a un État qui se respecte, il doit traiter les menaces en silence. Par exemple, il y a des services qui sont spécialisés dans ce genre de situation. Il n'y a pas un État qui ne... D'ailleurs, l'existence même de l'État, c'est la garantie de la sécurité d'un peuple et d'un territoire. D'un peuple et d'un territoire, ce qu'on appelle un État. Le fait qu'on a choisi de déléguer la force des armes et la force diplomatique à un gouvernement, c'est justement pour sécuriser les intérêts d'une nation. Donc, il en va de soi que un gouvernement ou un État veille à la sécurité de ses citoyens et de son territoire. Ce qui est malheureux, c'est que
le régime algérien, il fanfare, il utilise ces menaces clairement pour faire peur à la population. Donc c'est exactement dans l'autre sens. Par exemple, nous vivons ici en France, on entend rarement parler des menaces extérieures et tout le monde sait que, par exemple, là maintenant la guerre est en Europe, la France peut dire, par exemple, les politiciens français peuvent tout à fait dire que nous sommes menacés par la Russie, par exemple. Donc, ce sont dans les débats politiques. Mais un président et surtout pas un militaire, ce qui est le comble ici en France, un militaire ne pique pas mot par rapport à la politique. D'ailleurs, on avait vu un certain un général qui a été limogé manu militari par le président Macron parce qu'il a osé faire une intervention politique il y a quelques années de cela. Donc c'est malheureux de le dire. Ce qui se passe depuis des dizaines d'années, on manipule la population pour qu'elle reste chez elle, pour qu'elle ne manifeste pas, même pas pour soutenir le peuple palestinien, le peuple frère palestinien. On les menace par soit le terrorisme à l'intérieur, soit les menaces extérieures qui sont du devoir des services de sécurité, des services de renseignement. Et dans le fond, comment vous expliquez que ce pouvoir, cette sorte de connivence, alors faut-il qu'elle soit réelle? On sait, voilà ce que nous a dit aussi l'histoire, pas plus tard qu'en 2019, la présence et le rôle de l'ancien chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah. Comment vous expliquez en 2 minutes, et on va redonner la parole à Jamel Guessoum, mais comment vous expliquez que ce pouvoir aujourd'hui a besoin de montrer tout ça à la télé, à peut-être, oui, effectivement, faire peur le peuple ou le rassurer? C'est quoi? C'est une élection qui se prépare? C'est essayer aussi peut-être de retrouver une légitimité? On parlait de légitimité révolutionnaire. C'est vrai que c'est aussi un pouvoir qui, parfois, selon certains observateurs, analystes, voilà, quand il y a une date, 5 juillet, 1er novembre, 8 mai 45, etc., peut-être essaye essaye pas, en tout cas, fait de grandes sorties et peut-être utilise l'histoire pour avoir cette légitimité révolutionnaire. Une petite réponse, 2 minutes là-dessus, Youssef Amal Rodja. En effet, compte tenu de l'échéance électorale, on voit clairement que, je le lis comme ça, on creuse le fait que le président de la République fanfare avec le chef de l'armée pour tout simplement se dire et envoyer des messages, pas seulement pour le peuple algérien, mais aussi à l'étranger, que l'armée est de son côté et que du côté de Tebboune comme candidat à sa propre réélection. Donc c'est un message subliminal en creux, donc pour diverses orientations, une pour la consommation intérieure et l'autre essentiellement pour convaincre et encore renforcer la validité de sa venue à Paris parce que, comme on disait à plusieurs occasions quand on a échangé sur le Maghrébia, que la course vers Paris est la plus importante pour toute élection présidentielle en Algérie. Donc, nous savons que l'autre clan adversaire du clan Chingriha Tebboune fait de tout pour s'aborder la venue de Tebboune avant la fin octobre à Paris. Et tout ça, d'ailleurs, la cause pour laquelle on a rapproché les présidentielles afin qu'ils puissent venir à Paris en tant que président de la République algérienne. Jamel Guessoum, vous êtes à Paris, voilà, vous êtes président de ce rassemblement. On en a déjà parlé des Algériens de France. Quand notamment on vit à l'étranger aussi, pourquoi est-ce que les Algériens de l'étranger ou même à l'intérieur du pays, parce que vous connaissez aussi voilà, le système, vous intéressez à la politique algérienne,
Pourquoi est-ce que, voilà, encore aujourd'hui, en 2024, c'est important de parler du peuple, de parler de la jeunesse, de parler des Algériens qui ont besoin de s'exprimer sur des sujets du quotidien, alors qu'encore une fois, c'est arrivé maintes fois cette année, notamment autour de la revue El Djish, on en parle régulièrement, au lieu d'avoir un président qui pourrait, ou des ministres qui pourraient faire des conférences de presse, du live, des messages d'espoir, d'encouragement, d'avenir, aussi peut-être faire une petite tournée du pays pour le chef de l'État, par exemple, les Algériens, malheureusement, voilà, c'est un qualificatif que j'assume, sont confrontés encore une fois à cet épouvantail de menaces externes, de peur, de terrorisme. Alors, je vais séparer les choses. Si j'étais un adolescent, je dirais, par rapport à ce que j'ai entendu, j'hallucine. Sur la question précisément de la menace, mais c'est vraiment absolument incroyable, parce que à moins que j'ai rêvé le conflit syrien, le conflit au Yémen, en Irak, en Égypte, en Libye, ça se rapproche. Au Soudan, en Tunisie, au Mali, au Niger et au Burkina Faso, à moins que j'ai rêvé tout ça, il n'y a effectivement pas de menace en Algérie, et le régime, comme vous dites, parle de choses qu'il ne connaît pas. Mais il faut sortir un peu de sa ville et de son patelin. Moi, j'ai été reçu par les plus hautes instances libanaises, syriennes, irakienne et yéménite. Et comme si j'étais, je dirais, un ignare dans ces questions. Oui, l'Algérie est visée, et je vais vous dire principalement le point de convergence sur les menaces faites à l'Algérie, c'est que l'Algérie est pratiquement le seul pays arabe à tenir tête sur la cause palestinienne, et la déclaration de la naissance de l'État de Palestine s'est faite à Alger en 1988, alors que nous étions en difficulté. Faire fi de cela, c'est être complètement irresponsable. Il y a des menaces certaines. D'ailleurs, et c'est ce que je savais depuis Damas, c'est que juste après la Syrie, c'est l'Algérie qui était visée. Mais là, on est en train de nous parler de quoi? On est en train de nous parler de bien-être, de démocratie, de principes évidemment intéressants et importants. Mais la vie est bien plus importante que cela. Faire fi de cela, c'est être complètement irresponsable. Maintenant, sur la question autre qui est les ministres ne s'expriment pas, mais on n'a pas de gouvernement en Algérie. Et vous savez très bien, comme moi, que je suis opposé à un second mandat du président Tebboune. Je n'ai pas besoin de redire aujourd'hui pourquoi. Mais c'est pour ça que... Mais jusqu'à quand, selon vous, jusqu'à quand est-ce que dans cet état plein d'avenir, où d'ailleurs les bons mots sont quand même sortis par le président, par le pouvoir, hein, qui nous parle d'achèvement de grands projets, de liberté, d'une armée forte, une économie développée, mais jusqu'à quand, selon vous, le peuple algérien, il a besoin de liberté, d'entendre autre chose, qu'il y ait des menaces. Bon, bah ça, après, on pourrait faire des émissions entières pour savoir qui menace qui et quels sont les dangers. Mais pourquoi est-ce que les Algériens doivent entendre ça, subir ça dans les médias, dans les unes de journaux, pendant quoi le pouvoir algérien aujourd'hui, peut-être, je le disais, cette connivence, cette relation et ce militaire qui est partout, hein, l'inauguration d'une piscine, la rentrée scolaire, enfin, c'est vraiment, enfin, il y a une jeune, enfin, en tout cas, il y a un corps militaire qui est présent en Algérie, un peu partout. En quoi ce pouvoir, en quoi le président Tebboune a besoin de ça, a besoin d'être reçu comme ça, a besoin vraiment d'avoir l'armée autour de lui aussi. Le président Tebboune, en finalité, n'est pas un politique au sens propre du terme. Il est sorti de l'ENA dans les années 60, fin des années 60. Ça n'est pas un politique comme on pourrait l'entendre, vous et moi. De ce point de vue, il n'attend il n'est pas à faire du spectacle. Et pourtant, je vous dis, de la manière la plus officielle, opposition totale à un second mandat du président Tebboune. Je ne peux pas être plus clair que cela. Mais à côté de cela, si on doit être ferme, il faut que l'on soit juste. Il n'a pas besoin de toute cette fanfaronnade. Et d'ailleurs, il l'avait déclaré lors d'une élection, je ne me souviens plus laquelle, mais vous vous en souviendrez certainement, qu'il se fiche complètement, et c'est là où ce n'est pas un politique, il se fiche complètement du taux de participation des électeurs. Dans toute démocratie normale, les politiques espèrent un taux de participation fort avec une adhérence forte. Lui, c'est pas du tout ça. Lui, c'est un énarque, c'est un administratif. Il a à côté de lui, effectivement, l'armée. Et d'ailleurs, je souhaiterais juste revenir sur quelque chose que vous avez dit, Si Chaben, c'est que, évidemment, qui n'aspire pas
à une capacité et à des éléments de démocratie dans tous les domaines. Les médias, d'ailleurs, on paye aujourd'hui sur la question des médias l'espèce de, je dirais, de mainmise sur les médias pendant de nombreuses années, ce qui fait que les journalistes aujourd'hui en Algérie n'osent même plus parler de quoi que ce soit sans ordre de la hiérarchie et même de l'État algérien. On n'a pas de gouvernement, il n'y a aucun ministre, en tout cas de tenable, il n'y a aucune institution qui tient la route, mais pour autant, je veux dire que je suis absolument persuadé que le peuple dans son ensemble sait très bien les menaces que nous vivons et que dans tout État, et on l'a vécu ici en France, d'ailleurs, lors des périodes des attentats, où on mangeait un peu de notre liberté pour des questions sécuritaires. L'Algérie ne fait pas abstraction à cela. Il y a des risques très sérieux et c'est mon domaine. Donc j'ai visité tous les pays du Proche et Moyen-Orient et je n'ai pas rencontré le passager du coin. J'ai rencontré les plus hautes instances et je sais de quoi je parle. L'Algérie est un risque majeur, ça je peux vous le dire. Je reviens à vous. Jamel Guessou, Majid Hachol, il y a quelques temps, notamment la dernière en date, c'est ce mouvement, cette révolution, le Hirak qui a vu le jour, à la veille tout de même de cette période électorale qui, je rappelle, d'ailleurs, sans aucun débat, Manu Militari a été imposé, voilà, même s'il a le droit, mais voilà, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu d'annonce au préalable. Le président Tebboune qui a annoncé clairement qu'il réduisait son mandat et que ça passait du 12-12 au 7 septembre, en pleine rentrée sociale. On en a parlé, mais est-ce que derrière ces messages, il n'y a pas peut-être cette... vous le disiez un peu tout à l'heure, mais est-ce que réellement la réelle crainte, c'est le peuple en fait? Aujourd'hui, les élites, malheureusement, voilà, ont aussi une certaine crainte. Il y a cet amendement sur lequel vous pouvez revenir, du code pénal qui est quand même assez sévère sur l'expression. Est-ce qu'indirectement, ce genre de communication, de messages réguliers, c'est pas pour avertir le peuple algérien? Majid Hachol. Ils sont en crise de discours. Le discours est en crise. Ils ne savent plus parler au peuple. L'intervention de tout à l'heure me laisse... c'est moi qui hallucine finalement. Moi, j'hallucine clairement. De 62 jusqu'à 70, il disait que le peuple devait se taire. Les amis Scott. Pourquoi? Parce qu'il y a la lutte contre l'impérialisme, contre le capitalisme. De 70 jusqu'à 80, on devait se taire parce qu'ils construisaient le pays. De 80 jusqu'à 88, on devait se taire parce qu'il y a plein de dictatures dans le monde et il y a plein de mu'amarat. De 88 jusqu'à 92, jusqu'à 99, on devait se taire parce que il y a la décennie noire. De 99 jusqu'à 2019, on devait se taire parce qu'il y a le Bahbouh al-Maliya et tout le monde a son argent et ils ont acheté tout le monde. Et de 2019 jusqu'à maintenant, on devrait se taire parce qu'il y a le mu'amarat. Arrêtons. Je dis arrêtons. Arrêtons. Vous avez vu, il y a des gens qui ont vu beaucoup de gens à l'extérieur et qui parlent de géopolitique. Ils parlent de géopolitique comme facteur bloquant. Ils ne parlent pas de géopolitique en disant que, finalement, personne ne permettrait une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Parce qu'il y a le bassin méditerranéen et que dans le bassin méditerranéen, en nord, il y a l'Europe. Personne ne permettrait, les Européens, les Américains, personne ne permettrait une guerre aux portes de l'Europe. Autre chose. Tout le problème, il est où tout le problème? Je m'excuse de m'emporter, mais parce qu'il y a des choses qui me laissent m'emporter. Ils parlent de géopolitique comme ça les arrange. Pour bloquer le peuple, pour faire taire le peuple. Ah, c'est bien. Faut pas bouger. Mais quand il s'agit de demander les droits, quand il s'agit de permettre les droits, ils ne parlent pas. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura pas de guerre entre le Maroc et l'Algérie, je suis désolé. Maintenant, s'il y a notre ennemi, l'Émirat, coupe nos relations avec eux. Mais pourquoi qu'on ne coupe pas nos relations avec eux? Un jour, on en parlera. Pourquoi qu'on ne coupe pas nos relations avec eux? Qui leur a permis de venir en Algérie? C'est pas le peuple. Qui leur a permis de prendre l'OPA sur le port? C'est pas le peuple.
Qui leur donnait les bouts d'or là dont on a parlé. C'est pas le peuple. Puis quand on regarde, Majid Hachour, quand on regarde l'état du pays, alors on a longuement évoqué cette diplomatie tout de même qui a du mal à trouver son cap, un pays qui est quand même assez isolé à plusieurs niveaux, un pays aussi qui a eu du mal, un État algérien, un pouvoir algérien qui a eu du mal et qui a encore du mal aussi aujourd'hui à faire pression et à réellement passer à l'acte sur ce qui se passe au Proche-Orient. Mais quand on regarde l'Algérie, Majid Hachour, le pays en lui-même, le peuple en lui-même, tout de même, le peuple, voilà, c'est peut-être l'un des pays les plus sécurisés. Le peuple aujourd'hui, ce qu'il a envie, comme vous le disiez peut-être, c'est de trouver du travail, de vivre dignement, de voyager, de revenir, de ne pas aussi prendre parfois le large dans des embarcations de fortune. C'est ça aujourd'hui l'objectif du peuple. Il y a tout de même cette sécurité. La seule peut-être question vraiment, est-ce que la réelle sécurité, c'est ça, ce sont ces droits de première nécessité, manger normalement, aller à l'école normalement, dans des conditions, rester aussi dans son pays. Un bachelier aujourd'hui a tout de suite envie de partir et Jamel Ghessoum, je pense qu'il connaît le dossier puisqu'il s'occupe aussi d'une certaine diaspora. Majid Hachour. Il n'y a pas de sécurité extérieure sans sécurité intérieure. La seule sécurité qui prime, c'est celle de l'intérieur. Le peuple, ce qui se passe à l'extérieur ne l'intéresse pas. À la limite, ce qui l'intéresse, par solidarité, par moralité, par beaucoup de facteurs, c'est ce qui passe en Palestine. Mais ça, c'est une autre question, c'est un autre débat. Mais ce qui nous intéresse, ce qui intéresse aujourd'hui l'Algérien, c'est sa liberté qu'on a confisquée. C'est son emploi qu'on a confisqué. 35% de chômeurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne travaille. Mais on s'en fout. La relance, quelle relance économique on parle? Combien d'usines a-t-on bâti? Combien d'usines a-t-on inauguré? Mais combien de prisonniers a-t-on emprisonnés? Voilà le problème. Après, on couvre ça sur le truc, sur la menace, sur les fanfaronnades. Le problème, ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin, hier et avant-hier, c'est que le président s'est rendu au ministère de la Défense, activité dans le monde, routinière dans le monde entier, mais il n'y a que nous qui osons montrer ça. On fait des petites choses, on a le mérite de faire des petites choses, des grandes choses, parce qu'il n'y a pas d'événement à couvrir, il n'y a rien à couvrir. Bon, c'est vrai que ça visite un jour, les langues se libéreront, l'expression se libérera, un jour on en parlera en détail, on analyse, parce que si on n'en parle pas, ça veut pas dire qu'on n'a pas d'analyse précise par rapport à ce qui se passe. Mais le fait qu'il y a des choses dont on peut parler, il y a des choses qu'on ne peut pas parler, parce nous vivons en Algérie, nous sommes, si vous voulez, nous sommes marqués à la ceinture, mais ça ne veut pas dire que c'est compter des événements, ça veut dire qu'on n'en sait rien. On sait ce qui se passe. Je reviens à vous, Majid Hachour, je vais essayer de revenir à vous, le temps passe. Youssef Amar Khodia, vous avez un peu de temps en moins de parole. Il y a toujours cette ces traites de tout temps. On aurait pu vous passer cette vidéo où depuis 1962, on voit plusieurs représentants du pouvoir parler aux Algériens de ces menaces, notamment, entre autres, extérieures. Mais d'un côté, il y a ces menaces évoquées par le pouvoir, mais est-ce que le pouvoir n'est peut-être pas menacé par le peuple, mais à la fois la menace, une des menaces numéro 1 du peuple, c'est cette liberté. Alors, je peux poser la question, mais il y a un manque de liberté en Algérie. Ils sont encore plusieurs à être derrière les barreaux parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. C'est ça la réelle menace du peuple algérien. Youssef Amar Khodia. Ce qui est malheureux, parce que, disons-le, nous voulons tous et nous souhaitons tous une armée puissante en Algérie. Parce que c'est vrai que le monde devient de plus en plus menaçant et risqué, mais ça a été tout le temps des époques où, c'est ça la réalité de la géostratégie, il y a eu toujours des conflits. Il y avait un bloc de l'Est et un bloc de l'Ouest, il y avait maintenant, il y a des guerres qui s'éclatent de partout.
il y a des menaces. Mais comme je disais au début, c'est que ces menaces-là ne devraient pas être un outil de manipulation de la population à l'intérieur. Au contraire, c'est de protéger la population en la rassurant, en offrant plus de travail, plus de droits, plus de liberté aux gens, pour se dire, pour les enraciner dans le pays, et notamment les jeunes, pour qu'ils puissent, par exemple, participer à l'effort militaire, à être, par exemple, des engagés, mais qui sont complètement dévoués pour leur pays, et ne pas penser à la harga, parce que quand on voit des milliers de jeunes dont le seul projet est de quitter le pays, on peut s'inquiéter sur la sécurité même du pays, parce que ceux qui peuvent vraiment le protéger, c'est la jeunesse. C'est des jeunes entre 18 et 45 ans qui peuvent, le cas échéant, prendre les armes et défendre le pays. Mais malheureusement, c'est cette tranche d'âge-là qui a ce désespoir énorme. D'ailleurs, je vous rappelle qu'au début, il y avait un phénomène qu'on avait découvert, c'est que la harga, les jeunes qui quittaient le pays avaient arrêté parce qu'il y avait un nouvel espoir qui était né dans le Hirak au pays. Et quand on revient par exemple à cette extension de la répression de l'expression libre, quand on voit les nouvelles lois pénales et on revient toujours à la menace, comme on appelle ça, des accusations fallacieuses, atteintes au moral de l'armée. Quand un tweet ou un simple civil ou une simple citoyenne écrit quelque chose sur Facebook, c'est toute une armée qui tremble. Alors comment peut-on imaginer que cette armée peut affronter une véritable armée, une véritable menace extérieure? Donc, quand vous muselez la population et quand vous paralysez l'économie, d'ailleurs, la première des choses qui devrait être faite, c'est quand vous dites que le Maroc est la principale menace, alors que le Maroc est financé et armé par les Émirats arabes unis, et en même temps, vous continuez à soutenir les intérêts émiratis à l'intérieur même de l'Algérie. Notre ami Majid vient de l'évoquer. Les intérêts émiratis sont énormes en Algérie, c'est en milliards de dollars. Les principaux ports, les deux plus grands ports d'Algérie sont gérés par les Émiratis. L'une des plus grandes entreprises nationales a été rachetée par les Émiratis. Ces mêmes Émiratis qui sont en train de revendre une trentaine d'avions d'attaque et de chasse de dernière génération au Maroc. Donc pourquoi ne pas couper les liens définitivement avec les Émirats? Parce que tout simplement c'est un pays ennemi et c'est la première menace à l'intérieur et à l'extérieur de l'Algérie. Jamel Gessoum, il nous reste 4 minutes, 4 minutes d'émission. Comment, selon vous, comment ce peuple peut-il demain aspirer un peu plus de liberté et être aussi, moins menacé par, encore une fois, on en parlait il y a quelques heures, cet amendement du code pénal que vous avez certainement lu, et aussi comment cette diaspora demain, dont vous êtes président de cette association, il y en a plusieurs, mais comment elle peut aussi contribuer à faire émerger cette liberté au sein du pays, et puis aussi s'investir, parce que pour l'instant c'est l'inverse aussi. Beaucoup veulent investir au Canada, en Angleterre et en France, et non l'inverse. Comment cette diaspora peut-elle justement contribuer à ce que ce pays, il ferait demain bon vivre pour cette diaspora aussi? Je souscris à deux options de Sidi Youssef quand il a fait le lien entre le Harrag et pourquoi ne pas s'engager pour la protection du pays dans l'armée. C'est une idée qui est intéressante. Et là aussi, où il a raison, c'est que les Émiratis sont devenus les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Ça, malheureusement, c'est une réalité. Ensuite, sur la question de la diaspora, l'État algérien s'est toujours foutu de la diaspora, et ce qui fait que 80% de la diaspora qui est née à l'étranger n'ont pas de lien avec l'Algérie et passent leurs vacances ailleurs, investissent ailleurs, et l'Algérie, par sa méconnaissance, par les autorités algériennes, je ne dis pas l'État, Daoula. C'est pas ce que dit le président algérien,
Il a mis en valeur dernièrement la diaspora, il invite aussi à venir s'investir. Il a même d'ailleurs proposé, il a même demandé aux Algériens, il a annoncé aux Algériens que vous allez pouvoir venir cet été, même si votre passeport est périmé avec une carte d'identité. Le président algérien, il a de bonnes paroles sur la diaspora, 0 sur les actes. Donc, ce n'est pas la peine qu'il nous fasse la chansonnette. C'est pour ça que je suis quelqu'un d'équilibré lorsqu'il s'agit d'analyser et de diagnostiquer les choses. Donc, le président algérien, qui est le responsable, il nomme qui il veut, hein, mais c'est le responsable. Quand on interdit à 80% de la diaspora algérienne, qui est constituée quand même de 18% de la population algérienne, de mener des petites actions en Algérie, il ne faut pas qu'ils viennent nous dire après la diaspora algérienne, etc. Pourquoi ce rejet ou cette peur alors que ça serait l'inverse? Le but, c'est d'unir les forces, d'unir les compétences. On rappelle que malheureusement, il y a plusieurs médecins, scientifiques, chercheurs qui apportent leurs compétences aux quatre coins du monde. Le président Tebboune, en lui-même, en tant que personne, c'est une bonne personne. Mais il est mal entouré et il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas qu'il a créé une scission par une loi en mettant complètement de côté 80% de la diaspora. Il ne le sait pas, mais il est responsable de ce qu'il fait. Et j'avais même été jusqu'à El Mouradia, c'était en juin dernier, je crois, pour lui dire il ne faut pas faire cela. Donc, les paroles, c'est fini. Moi, j'y crois pas. Et c'est pour ça que je suis opposé clairement à un second mandat. Maintenant, je voudrais revenir sur clair, rapidement, vraiment 30 secondes. Je vais donner le mot de la fin aux deux autres invités. Si Majid dit dans son discours, oui, à chaque fois qu'il y a un problème, on ramène la géopolitique. Est-ce que je suis un agriculteur qui va dire comment planter des endives? Non, je parle géopolitique parce que c'est un aspect important pour un pays et n'importe quel pays. L'Algérie, ce n'est pas un petit douar de 300 personnes. C'est un pays continent. C'est clair. Merci. Il y a de très bons agriculteurs qui font des endives et qui sont très cultivés, passionnés Majid Hachour, vraiment vraiment 30 secondes, le mot de la fin pour vous, et ça sera pareil pour Youssef Amar Hoxha. Je vais devoir rendre l'antenne. Moi, mon douar compte plus de 2 800 km². C'est d'un. De deux, quand on parle de géopolitique, qu'on se la joue géopoliticien, il faut parler de géopoliticien de dans tous ces revers, il faut en parler en complet. Et dire toute la vérité, pas la moitié de la vérité. Autre chose, moi j'y crois en ce pays, je sais que le peuple se libérera, je sais que nous allons, qu'importe où nous allons toujours vers notre destin. On va finir par se libérer et la vérité finira bien par éclater dans ce pays. Et là, on verra qui est géopolitique. Merci pour ces derniers mots, notamment d'espoir. 30 secondes, Youssef Amar Hoxha, pour terminer l'émission. La meilleure chose à faire pour renforcer la sécurité du pays, c'est vraiment de libérer tous les détenus d'opinion et politiques afin de donner un signe d'ouverture aux Algériennes et aux Algériens pour l'espace politique et ainsi qu'à la liberté d'expression. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est en renforçant les libertés à l'intérieur que l'engagement citoyen va s'approfondir et se renforcer. Et notamment, justement, on parlait des agriculteurs. Notre pays a tant besoin des compétences agricoles et de l'eau. Et c'est ça la priorité qu'on devrait faire en termes d'économie. Donc, les détenus d'opinion, c'est la clé de la solution. C'est une belle agriculture et de quoi aussi peut-être exporter de bons produits aux quatre coins du monde. Merci à tous les trois. Excusez-nous encore pour ce problème technique en début d'émission. Vous le disiez certainement, la liberté, la démocratie, c'est peut-être une puissance numéro 1 pour qu'un État se développe. L'équipe en régie, merci infiniment. Voilà, vous avez été encore une fois très efficace pour régler rapidement ce petit souci. Dans quelques instants, je l'espère en tout cas, Jamaldine Benchenouf, mon ami confrère, et juste derrière, c'est Salim Salhin, normalement, que vous allez pouvoir retrouver pour El Ram ou demain soir, le plaisir de retrouver Nasser Djoudi pour 1h30, la rétro-info de la semaine. Merci à tous, prenez soin de vous.